Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau webinaire du cabinet Swoops. Je vois qu'il y a déjà 13 personnes qui sont connectées. Voilà, je propose, je regarde l'heure qu'il est. On va encore attendre 2 petites minutes avant de commencer. Voilà. Bon, je vais déjà passer à l'introduction. Voilà, comme le nom l'indique, mon collègue Mathieu Thomas et moi-même allons discuter aujourd'hui de différents arrêts récents du Conseil d'État dans le cadre de la passation des marchés publics. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Nous allons en réalité suivre le déroulement classique d'une procédure de passation et voir parmi toutes ces étapes quels sont les points importants que nous avons soulevés dans le cadre d'arrêts récents du Conseil d'État. Nous allons discuter systématiquement des faits de la cause et également de la décision qui aura été prise par le Conseil d'État. Nous vous invitons à poser vos éventuelles questions via la chat box. Nous ne pourrons malheureusement pas y répondre directement lors de notre exposé, mais à la fin de l'exposé, on prendra le temps de lire vos questions et d'y répondre. Les slides vous seront également envoyés par email, donc n'hésitez pas si par la suite vous avez encore des questions, vous pouvez bien entendu nous envoyer un mail et nous ferons un plaisir d'y répondre. Sachez également qu'au moment du changement d'orateur, il y aura une petite pause technique de 2 minutes afin de régler tous les problèmes de son, caméra et autres. Mais un slide vous préviendra de cette petite pause. Voilà. En attendant, nous sommes une petite vingtaine, donc je pense qu'on peut commencer directement et entrer dans le vif du sujet. Voilà, comme je vous le disais, nous allons suivre donc le déroulement d'une procédure de passation, ici une procédure en une phase. Nous allons voir avec vous ces différentes étapes, donc à partir du moment de la première décision prise par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de la passation des marchés publics, lorsqu'il va établir son cahier des charges, jusqu'à la décision d'attribution et les protections juridiques qui s'ensuivent. Voilà. Alors, le cahier des charges, de quoi s'agit-il? Bien entendu, ce sont les documents du marché qui reprennent les conditions relatives à la fois à la passation et à l'exécution du marché. Alors, la première question que nous nous posons est la suivante. Quand devons-nous contester des clauses ou le cahier des charges lorsque nous constatons une illégalité? Soit directement au moment où nous constatons cette illégalité, ou bien faut-il attendre le moment de la décision d'attribution et contester à ce moment-là? Vous le verrez, c'est une question qui est en constante évolution et nous allons analyser avec vous 3 arrêts que nous avons sélectionnés du Conseil d'État qui parlent de ce sujet. Alors, le premier arrêt est un arrêt du 9 janvier 2020. Cet arrêt fait suite à la passation d'un marché public pour la collecte de déchets textiles dans la commune de Dilbeek. Alors, dans le cadre de ce marché public, il y avait en réalité 4 critères d'attribution qui étaient prévus par les documents du marché, chaque fois pour 25 points sur les 100 au total. Il y avait 25 points pour le plan d'approche, 25 points pour la communication externe, 25 points pour le traitement du textile et enfin 25 points pour ce dernier critère d'attribution, et c'est le plus important, pour l'aide matérielle. Alors, dans le cadre de l'analyse du cahier des charges, un soumissionnaire s'était posé la question de savoir finalement quel était le lien entre ce critère de sélection d'aide matérielle qui n'avait pas véritablement l'air d'avoir un lien avec l'objet du marché. Parce que l'objet du marché prévoyait donc la collecte de déchets textiles dans la commune de Dilbeek, mais le critère d'attribution était l'aide matérielle, à savoir comment le soumissionnaire allait faire pour collecter ces déchets textiles et combattre la pauvreté dans le cadre de l'Union européenne. Donc, une question avait été posée au pouvoir adjudicateur qui avait en réalité
tout à fait écarté la remarque qui lui avait été faite et qui estimait qu'en réalité, ce critère avait tout à fait un lien avec le marché en question, parce qu'il fallait entendre sous ce critère la manière dont les déchets textiles allaient être transportés et traités. Donc, la remarque avait été mise totalement de côté. Et finalement, au moment de la prise de connaissance de la décision d'attribution du marché, le soumissionnaire qui avait posé la question au pouvoir adjudicateur a contesté la décision d'attribution en estimant qu'en réalité, elle se basait sur un critère d'attribution qui était illégal, à savoir ce critère relatif à l'aide matérielle. Alors à ce moment-là, le pouvoir adjudicateur a en fait reproché au soumissionnaire de ne pas avoir introduit un recours devant le Conseil d'État directement au moment où il avait constaté l'illégalité dans le cahier des charges, et il estimait qu'en réalité le recours était tardif et en tout cas plus recevable. Alors cette question est intervenue donc devant le Conseil d'État, qui a renvoyé à la jurisprudence la bonne norme. Et il a également rappelé que la décision prise par le pouvoir adjudicateur d'établir un cahier des charges et d'établir donc les clauses du cahier des charges, ça constitue une décision préalable, préparatoire à la décision d'attribution du marché, mais vis-à-vis du soumissionnaire, c'est déjà une décision préliminaire, une décision qui a déjà des effets juridiques finaux pour le soumissionnaire, de sorte que le soumissionnaire peut tout à fait contester la décision préparatoire à la décision d'attribution. Alors, que dit la jurisprudence la bonne norme? Elle rappelle que les irrégularités qui sont constatées dans le cahier des charges peuvent être contestées de manière tout à fait recevable beaucoup plus tard, toujours dans le cadre de la procédure d'attribution, contre des décisions ultérieures prises donc dans le cadre de cette procédure de passation des marchés publics. Alors, dans le cadre de cet arrêt, le Conseil d'État va également renvoyer à la jurisprudence NEOREC en expliquant que la situation peut être également différente si le cahier des charges exige du soumissionnaire qu'il informe le pouvoir adjudicateur de toute objection juridique directement visible et que le soumissionnaire ne l'a pas fait. Alors, dans le cadre de l'analyse du cahier des charges, le Conseil d'État va constater qu'il y a une clause qui prévoit que le dépôt d'une offre par un candidat ou un soumissionnaire implique une acceptation inconditionnelle du contenu du cahier des charges. Or, la manière dont cette clause est établie ne convenait donc pas pour le Conseil d'État, qui a expliqué que cette clause, finalement, empêchait aux soumissionnaires d'utiliser des arguments relatifs à des illégalités qu'il aurait constatées avant la décision d'attribution du marché, et donc il ne pourrait plus utiliser ces arguments dans un stade ultérieur pour contester les décisions ultérieures toujours prises dans le cadre de la passation du marché public. Alors cet arrêt est très clair, en tout cas en ce qui concerne l'analyse du Conseil d'État, qui rappelle qu'il ne revient pas au pouvoir adjudicateur de refuser aux soumissionnaires l'accès au tribunal. Par ailleurs, il n'y a aucune base juridique qui est à la disposition du pouvoir adjudicateur pour inclure dans le cahier des charges une disposition comme celle qui était en l'espèce présente dans le cahier des charges, une disposition qui va finalement régir la procédure et l'accès à un juge pour le soumissionnaire qui voudrait contester une clause illégale du cahier des charges. De sorte que tout ceci entrave fondamentalement l'accès à la justice et n'est pas acceptable. Donc, comme je vous le disais, le pouvoir adjudicateur avait reproché en réalité au soumissionnaire de ne pas avoir agi avec diligence parce que le soumissionnaire avait posé une question initialement au pouvoir adjudicateur, se posant des questions sur le caractère légal ou pas de ce critère d'attribution. Et le pouvoir adjudicateur reprochait donc le fait que le soumissionnaire n'avait pas introduit à ce moment-là un recours devant le Conseil d'État. Mais le Conseil d'État va à nouveau renvoyer à cette jurisprudence la bonne norme et expliquer qu'en réalité, il ne peut rien être reproché en l'espèce au soumissionnaire qui doit avoir la possibilité d'utiliser des arguments, des illégalités qu'il aurait constatées préalablement pour contester des décisions ultérieures prises dans le cadre de la passation des marchés publics. Un second arrêt, toujours dans le cadre de l'analyse des cahiers des charges, un arrêt du 27 août 2020 qui avait trait à des projets et des travaux d'assainissement des sols.
Alors, dans le cadre des clauses du cahier des charges, ici c'était dans le cadre des directives de sélection, il était prévu que les soumissionnaires et les candidats devaient s'inscrire sous la forme d'un consortium composé d'au moins un expert reconnu en assainissement des sols. Or, l'offre du soumissionnaire ici évincé avait été écartée parce qu'en réalité, l'expert auquel la société s'était associée ne faisait pas partie du consortium en tant que tel, mais était en réalité un sous-traitant, de sorte que le pouvoir adjudicateur avait estimé qu'il y avait une irrégularité substantielle de l'offre, de sorte qu'elle devait être écartée. Par ailleurs, et ça c'est la différence avec l'arrêt précédent, le cahier des charges prévoyait dans ses clauses que le soumissionnaire devait contester directement les illégalités qu'il constaterait dans les clauses du cahier des charges, et toute une procédure également était prévue dans ce cahier des charges. Mais à nouveau, le Conseil d'État va renvoyer à cette jurisprudence la bonne norme en rappelant que ces irrégularités qui sont constatées avant la décision d'attribution, même à n'importe quel moment de la procédure de passation, doivent pouvoir être invoquées contre décision ultérieure dans le cadre d'une procédure de passation de marché, sans obligation légale d'introduire d'abord un recours distinct contre les clauses du cahier des charges ou ici, en l'espèce, contre les directives de sélection. Ici, à nouveau, le Conseil d'État confirme que le pouvoir adjudicateur ne peut pas limiter le droit d'accès au tribunal. Comme je vous le disais, dans le cadre de cet arrêt, ce marché public prévoyait, le cahier des charges plutôt prévoyait une procédure tout à fait distincte par rapport à la procédure qui devait être suivie pour le soumissionnaire pour contester des clauses du cahier des charges. Mais ici, à nouveau, le Conseil d'État rappelle que c'est lui-même et lui seul qui est le juge de la recevabilité ou de l'irrecevabilité des recours. Il n'est pas tenu par le guide de sélection qui a été établi par le pouvoir adjudicateur et voilà, de sorte que la demande avait été déclarée recevable. Donc cet arrêt a tout à fait confirmé l'arrêt précédent dont on vient de discuter. Un dernier arrêt relatif toujours à l'analyse du cahier des charges, un arrêt du 7 décembre 2020. Ici, on était face à un marché public design and build dans le cadre d'une procédure concurrentielle avec une négociation. Donc, il y avait eu différentes phases, différentes offres qui avaient été introduites, des discussions entre les candidats intéressés et le pouvoir adjudicateur. Et il y avait des discussions par rapport au budget. Donc, le cahier des charges prévoyait différents critères d'attribution, dont un critère relatif au prix, mais il n'y avait pas de montant spécifique qui était prévu dans le cahier des charges. Dans le cadre des questions qui ont été posées suite aux négociations avec les candidats intéressés, on avait demandé au pouvoir adjudicateur s'il existait un budget indicatif pour ce marché. Le pouvoir adjudicateur avait répondu qu'il y avait un budget indicatif de 3,6 millions d'euros. Par la suite, d'autres questions ont été posées, notamment celle de savoir s'il y avait un budget maximal. Et là, le pouvoir adjudicateur a répondu « Je dispose d'un budget maximal de 4,7 millions d'euros ». Donc, on voyait ici qu'il y avait quand même une différence entre l'étendue du budget, puisqu'on passe quand même à 1 million supplémentaire de fonds disponibles, mais un montant maximal selon le pouvoir adjudicateur. Et on parlait d'une part d'un montant indicatif pour finalement passer à un montant maximal. Alors, en l'espèce, il y avait 3 soumissionnaires qui avaient remis une BAFO. 2 avaient respecté ce montant maximal de 4,7 millions d'euros, mais le 3e, et c'est finalement celui-là à qui a été attribué le marché, avait établi une offre dont le montant dépassait de 270 000 euros le budget soi-disant maximal de 4,7 millions d'euros. Et c'est dans le cadre de l'analyse du cahier des charges que le Conseil d'État a rappelé que les principes d'égalité et de transparence doivent permettre aux candidats de savoir à l'avance ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire pour obtenir un marché public et donc doivent être en mesure de prendre en compte toutes les informations jugées cruciales. Or, ici, il y avait clairement un problème de clarté puisqu'on parlait à la fois d'un budget indicatif de 3,6 millions d'euros, puis on passait à un budget maximal de 4,7 millions d'euros. Ce n'était pas clair. Il apparaissait finalement que le budget de 4,7 millions d'euros n'était pas maximal, puisque le soumissionnaire ayant reçu le marché
avait déposé une offre dont le montant dépassait de quand même 270 000 €, donc ce n'est pas quelques euros au-dessus de la limite, de sorte qu'il y avait véritablement une incertitude pour les candidats souhaitant déposer une BAFO qui n'avait pas été mise sur le même pied d'égalité. Les BAFO n'étaient pas comparables, de sorte que les principes d'égalité et de transparence avaient été violés. C'était pour la première phase de ce processus de la procédure de passation. La deuxième phase concerne les motifs d'exclusion et les critères de sélection. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont des critères qui sont prévus par le pouvoir adjudicateur dans le cahier des charges pour s'assurer de la fiabilité et l'aptitude du candidat qui remportera in fine le marché. Alors, un premier arrêt qui est un petit peu plus ancien, mais il s'explique parce qu'il y a des questions préjudicielles qui ont été posées à la Cour de justice de l'Union européenne qui a rendu un arrêt très récemment en janvier 2021. Ici, on était dans le cadre d'un marché public de travaux où un candidat avait été écarté en raison du fait qu'il se trouvait face à un motif d'exclusion, à savoir qu'il avait commis une faute professionnelle grave qui remettait en cause son intégrité et sa fiabilité pour l'exécution du marché. Or, le soumissionnaire reprochait ici au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir eu la possibilité d'être entendu et d'expliquer finalement quelles étaient les raisons pour lesquelles on pouvait considérer qu'il était en situation d'exclusion, qu'il avait commis des fautes professionnelles graves. En l'espèce, c'était parce que dans le cadre de l'exécution de marché antérieur, le pouvoir adjudicateur avait constaté que le soumissionnaire concerné avait quand même reçu plus d'une vingtaine de PV de constat, une trentaine de PV de mise en demeure, etc., des amendes de retard, et il avait donc considéré qu'il y avait faute professionnelle grave. Alors ici, c'était une analyse un petit peu particulière parce que ce n'était pas la nouvelle législation qui s'appliquait, mais bien l'ancienne. Comme vous le savez, dans le cadre de la nouvelle législation, l'article 70 de la loi relative au marché public prévoit que le soumissionnaire a la possibilité de déposer des documents qui prouvent les mesures correctrices qu'il a prises et il peut déposer ces documents d'initiative de lui-même. Or, dans l'ancienne législation, il n'y avait pas une telle possibilité qui existait. Par contre, il y avait l'article 57 de la directive 2014-24 qui, lui, donnait peut-être quelques éléments de réponse. Alors, que dit cet article 57? Il dit que les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure tout opérateur économique de la participation à une procédure de marché quand, notamment, l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité. Donc, ici, c'est bien le cas qui est analysé en l'espèce. Mais alors, le paragraphe 6 de l'article 57 de la directive prévoit que tout opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations d'exclusion, comme je viens de la citer, peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Alors, ce qui est particulier, c'est que la directive prévoit bien la possibilité pour le soumissionnaire de déposer des preuves de ce qu'il a pris des mesures correctrices, mais la directive ne précise rien par rapport au délai le délai en lequel ces preuves doivent être déposées, ni à quel stade de la procédure, ni même comment ces preuves peuvent être apportées. Par contre, la directive est implémentée en droit belge et il revient finalement aux États membres de déterminer les procédures et toutes les conditions qui doivent être mises en place pour que le soumissionnaire ait cette possibilité. Il est entendu que lorsqu'on transpose cette directive dans la réglementation nationale, il faut évidemment tenir compte des principes de la passation des marchés publics, donc l'égalité de traitement, transparence, proportionnalité, mais également le principe du respect des droits de la défense. Alors, la question qui avait été posée ici par le Conseil d'État à la Cour de justice était la suivante. L'article 57 de la directive doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une obligation pour l'opérateur économique de fournir de sa propre initiative la preuve des mesures prises par lui pour démontrer sa fiabilité? Finalement, est-ce que l'opérateur économique est obligé de fournir de sa propre initiative ces mesures correctrices sous peine de se voir exclure finalement de la procédure de passation? Alors, la Cour de justice va rappeler les principes qui sont applicables en l'espèce, notamment le principe d'égalité de traitement et de transparence. Donc, rappelle que si un État membre prévoit
qu'un soumissionnaire ne peut fournir les preuves de ces mesures correctrices qu'au stade du dépôt de son offre ou de sa demande de participation, sans possibilité d'apporter ces preuves par après, le soumissionnaire doit être informé à l'avance, de manière claire, précise et sans ambiguïté, de son obligation de fournir les dites preuves. Donc, il faut que cette obligation soit claire, soit établie dans les documents du marché ou qu'on fasse référence à la législation nationale pertinente en l'espèce. Par ailleurs, il y a aussi le respect des droits de la défense qui doit intervenir, c'est-à-dire que le soumissionnaire doit avoir la possibilité d'être entendu, de pouvoir faire connaître son point de vue de manière utile et efficace, puisque c'est de cette manière qu'il pourra comprendre, connaître les motifs d'exclusion et comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur pourrait éventuellement l'écarter du marché. Enfin, il y a le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'obligation doit être imposée dans le respect des principes des marchés publics et du droit d'être entendu. La question préjudicielle avait donc été posée à la Cour de justice qui a répondu par ce qui suit. L'article 57, paragraphe 6 de la directive, qui prévoit donc cette possibilité, sans autre explication, pour le soumissionnaire de fournir des preuves de ce qu'il a pris des mesures correctrices. Cet article s'oppose à ce qu'un soumissionnaire soit obligé de prouver les mesures correctrices qu'il a prises au stade du dépôt de son offre si la réglementation nationale ne prévoit pas une telle obligation. Donc, cette réponse est très claire. C'est une analyse un petit peu particulière, évidemment, puisqu'on parle ici de l'ancienne réglementation. La nouvelle réglementation est beaucoup plus claire à cet égard. Mais désormais, vu que la Cour de justice a pris sa décision, l'affaire reviendra devant le Conseil d'État qui devra donc rendre un arrêt définitif. En tout état de cause, il faut rappeler que tout soumissionnaire diligent doit fournir des preuves. S'il est très clair qu'il se trouve dans une situation d'exclusion et s'il veut éviter toute discussion par la suite, dans le cadre de son obligation de diligence, il doit fournir ses preuves pour démontrer qu'il a pris des mesures correctrices. De l'autre côté, le pouvoir adjudicateur doit lui aussi être diligent à l'égard des soumissionnaires et doit donc interroger ce soumissionnaire et ne pas l'exclure automatiquement du marché. Un autre arrêt dont nous souhaitions discuter avec vous est un arrêt du 10 décembre 2020. Alors, dans le cadre de cet arrêt, cela concernait un marché public, un accord cadre pour le transport et la transformation de bois de qualité B. Alors, il y avait plusieurs critères de sélection qui étaient prévus, et notamment le fait que les soumissionnaires intéressés devaient produire 3 références avec un niveau de, et je cite, minimum 10 tonnes par an. Alors, il n'était pas précisé à quoi faisait référence ces 10 tonnes par an. Le candidat évincé, qui a introduit donc ce recours devant le Conseil d'État, avait vu son offre écartée parce que le pouvoir adjudicateur n'avait pas pu déterminer avec certitude que les références qu'il avait proposées concernaient bien des déchets de bois. En réalité, lorsqu'on analysait les références, on avait l'impression, et c'était confirmé par cette analyse, que les références avaient trait à un flux de déchets mixtes et pas un flux de déchets uniquement de bois. Alors ici, le soumissionnaire a reproché finalement au pouvoir adjudicateur d'avoir ajouté une condition en exigeant que les 3 références qui devaient être produites portaient exclusivement sur le bois. C'est la question qui a également été posée au Conseil d'État, qui a rappelé les principes qui sont bien connus, c'est-à-dire que le pouvoir adjudicateur, lorsqu'il établit ses critères de sélection, il établit des critères qui lui permettent de s'assurer de la fiabilité et de l'aptitude des soumissionnaires pour exécuter le marché. Alors, en analysant l'objet du marché, les différentes clauses du cahier des charges, le Conseil d'État a estimé qu'il était très clair qu'en réalité, le pouvoir adjudicateur faisait bien référence à des déchets de bois. Évidemment, la description du marché en tant que tel avait trait à la transformation de bois de qualité B. Il y avait d'autres critères de sélection qui renvoyaient à la notion de bois, etc. Donc ça, c'était tous des éléments qui avaient été pris en compte par le Conseil d'État. Par ailleurs, ça avait été confirmé par l'analyse d'autres offres qui avaient été déposées par d'autres soumissionnaires qui, eux, avaient tout à fait interprété ce critère de sélection comme ayant trait exclusivement à des déchets de bois. Et par ailleurs, aucune question n'avait été posée au pouvoir adjudicateur pour demander plus de précision par rapport à l'interprétation qu'il fallait donner à ce critère de sélection.
de sorte que le Conseil d'État a considéré que le pouvoir adjudicateur n'avait aucunement ajouté une exigence non prévue au cahier des charges. Un nouvel arrêt, toujours concernant les critères de sélection, un arrêt du 4 février 2020. C'était un marché public qui avait trait à l'entretien du hardware d'une société. Et ici, il était reproché au pouvoir adjudicateur d'avoir établi donc 6 critères de sélection, dont 5 n'étaient pas liés à un niveau ou une classe appropriée. Ici, le Conseil d'État a en réalité opéré la même analyse que celle qui avait été établie dans l'arrêt précédent du 10 décembre 2020. Il a déterminé que, en réalité, le niveau approprié était on pouvait le déterminer de différentes clauses du cahier des charges. On connaissait l'objet, la portée exacte du contrat, il n'y avait pas eu de questions, etc. Et par ailleurs, dans ce cas précis, c'était quand même un petit peu particulier. Le soumissionnaire qui avait été évincé et qui avait introduit cette affaire devant le Conseil d'État était en réalité le fournisseur de services actuel, de sorte que le Conseil d'État a eu un petit peu de mal à considérer que le requérant n'avait pas de connaissances suffisantes de l'objet du marché et de ce qui était finalement attendu du pouvoir adjudicateur vis-à-vis des soumissionnaires et des candidats intéressés. Passons à la prochaine étape dans le cadre de la procédure de passation, la correction des offres. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons faire ici une distinction en ce qui concerne la rectification des offres et la vérification des prix. Le pouvoir adjudicateur peut se trouver face à des erreurs arithmétiques et des erreurs purement matérielles. Dans ce cas-là, il a le droit de corriger l'offre du soumissionnaire dans laquelle il constate une erreur purement matérielle et arithmétique, mais il doit tout de même vérifier l'intention réelle du soumissionnaire. Cette étape, cette vérification arithmétique est cependant tout à fait différente de la vérification des prix ou des coûts, comme nous allons le voir tout de suite. Un premier arrêt que nous avons sélectionné est un arrêt récent du 28 décembre 2020. Alors, ça concernait la livraison et le placement de luminaires, de lampadaires le long des autoroutes de Flandre. Alors, dans le cadre de la vérification des prix, le pouvoir adjudicateur avait posé une question à un soumissionnaire concerné parce qu'il semblait qu'il avait posé une question par rapport à un prix. Et lors de cette vérification des prix, le soumissionnaire concerné avait constaté qu'il avait en réalité commis une erreur purement matérielle, c'est-à-dire que le prix qu'il avait indiqué était en réalité le prix par pièce au lieu de mettre un prix par mètre. Donc, il avait expliqué ça au pouvoir adjudicateur en indiquant que c'était une erreur purement matérielle et qu'en réalité, il fallait diviser ce prix par 3,5. Il avait expliqué cette erreur en renvoyant à d'autres marchés antérieurs et d'autres offres antérieures qui avaient été déposées pour lesquelles les autres pouvoirs adjudicateurs, pour ce même poste, avaient systématiquement demandé un prix par pièce plutôt qu'un prix au mètre. Cependant, le pouvoir adjudicateur avait écarté cette offre pour irrégularité substantielle. Alors, dans le cadre de cet arrêt du 28 décembre 2020, le Conseil d'État va revenir sur des principes qui, parfois, se mélangent un petit peu les uns avec les autres, mais qui valent la peine d'être rappelés. Le Conseil d'État va rappeler que l'analyse arithmétique, c'est une analyse qui précède la vérification des prix. Lors de cette analyse arithmétique, le pouvoir adjudicateur va déterminer s'il détecte ou non une erreur de calcul ou une simple erreur purement matérielle. Et il faut évidemment qu'il détermine si l'intention réelle du soumissionnaire est suffisamment claire. Alors, ce qui avait été particulier ici, c'est que dans le cas d'espèce, le pouvoir adjudicateur avait posé des questions aux soumissionnaires dans le cadre non pas de cette vérification arithmétique, mais dans le cadre de la clarification des prix, la vérification des prix sur pied de l'article 35 de l'arrêté royal passation. Cela ressortait notamment du rapport d'attribution, du fait que le pouvoir adjudicateur avait établi une analyse purement arithmétique de l'offre, mais n'avait pas constaté d'erreur arithmétique ou d'erreur purement matérielle. C'était bien une vérification des prix. De sorte que le régime applicable est différent en l'espèce. Lors de l'analyse du rapport d'attribution des offres et des questions et des réponses qui avaient été posées et les réponses qui avaient été données par le soumissionnaire concerné,
il avait été constaté qu'en réalité, c'était à juste titre que le pouvoir adjudicateur avait écarté cette offre en ne considérant pas le fait qu'il fallait diviser ce poste par 3,5 comme une erreur purement matérielle de la part du soumissionnaire. Parce que les cahiers des charges précédents, en réalité, ne démontraient pas, ne justifiaient pas cette erreur, entre guillemets, purement matérielle qui était invoquée par le soumissionnaire. Et le Conseil d'État, à juste titre, nous semble-t-il, a rappelé que ce n'est finalement pas au pouvoir adjudicateur de vérifier systématiquement, oui, bien sûr, il doit le faire, mais ce n'est pas à lui de vérifier toutes les erreurs arithmétiques, mais c'est en premier lieu au soumissionnaire d'établir correctement son offre. Et il apparaissait clairement que la manière dont les prix avaient été établis ne correspondait pas à ce qui était demandé dans le cahier des charges. Par ailleurs, le fait de diviser d'un coup un prix par 3,5 impliquait automatiquement que le prix de l'offre était modifié, alors que le prix était un élément essentiel de l'offre, surtout lorsque le prix était, comme ici, le seul critère d'attribution, de sorte que c'était à juste titre que le pouvoir adjudicateur avait retenu une irrégularité substantielle dans le chef de ce soumissionnaire. Dans le cadre d'un autre arrêt du Conseil d'État, ici qui concernait un marché public de travaux, pareil, également une question relative à la vérification arithmétique. Ici, le Conseil d'État, le pouvoir adjudicateur avait constaté que les prix unitaires de 2 postes semblaient avoir été inversés. Et il avait en fait constaté cela en comparant ces prix unitaires avec les offres soumises par d'autres soumissionnaires. Donc, dans ce cadre, il avait posé une question au soumissionnaire concerné qui avait effectivement confirmé qu'il s'agissait en réalité d'une simple erreur matérielle et que les prix pouvaient effectivement être intervertis entre ces 2 postes. Alors, la question qui était posée ici au Conseil d'État était la suivante. S'agit-il effectivement d'une simple erreur purement matérielle? Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de modifier l'offre et il a un pouvoir tout à fait discrétionnaire là-dessus. Par contre, si c'est dans le cadre de la vérification des prix, le pouvoir adjudicateur qui modifie une offre doit motiver à suffisance sa décision. Or, en l'espèce, le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait pas de problème avec la manière dont le pouvoir adjudicateur avait réagi, parce qu'il s'agissait bel et bien d'une erreur purement matérielle qui était déduite de la lecture globale de l'offre et de la comparaison avec les autres soumissionnaires, par lesquels le pouvoir adjudicateur pouvait tout simplement voir qu'il s'agissait très certainement d'une simple interversion des prix pour 2 postes. Et finalement, le fait que le pouvoir adjudicateur ait demandé par la suite, dans le cadre de la vérification des prix, une confirmation finalement aux soumissionnaires, ne remet pas en cause le fait qu'il s'agit ici, en l'espèce, bel et bien d'une erreur purement matérielle qui fait suite à la vérification arithmétique de l'offre et qui pouvait dès lors être corrigée par le pouvoir adjudicateur. Et j'en arrive déjà au dernier arrêt dont je voulais discuter avec vous en ce qui concerne les offres, un arrêt plus récent du 14 janvier 2021 des chambres francophones du Conseil d'État. Ça concernait ici l'installation de panneaux photovoltaïques. Et ici, il y avait eu également une erreur de la part du soumissionnaire qui avait introduit une offre en déterminant la répartition des tâches qu'il prenait à sa charge et des tâches qu'il donnait à son sous-traitant, en indiquant que lui-même exécuterait 20% du marché, mais son sous-traitant en exécuterait par contre 80% du marché. Et le pouvoir adjudicateur a dès lors interrogé le soumissionnaire en se rendant compte en réalité qu'il semblait y avoir un problème, notamment au vu de l'agréation du sous-traitant, parce que le sous-traitant, pour exécuter 80% du marché, ne disposait pas de l'agréation suffisante, de sorte qu'en analysant l'offre, le pouvoir adjudicateur avait l'impression qu'il semblait y avoir une simple erreur matérielle. Ça a été confirmé par le soumissionnaire qui a dit qu'effectivement, lors du dépôt de son offre, il s'était trompé au niveau des pourcentages et que c'était bien lui qui allait exécuter 80% et le sous-traitant qui allait en exécuter 20%. Et le Conseil d'État a confirmé ce qu'il avait déjà dit dans d'autres arrêts dont nous venons de discuter. Eu égard aux circonstances de l'espèce, le pouvoir adjudicateur a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la mention figurant dans le formulaire d'offre constituait une erreur matérielle qui pouvait donc être corrigée. La circonstance que cette erreur est apparue
à l'occasion d'une demande d'explication adressée au soumissionnaire s'avère indifférente à cet égard. Donc, on le voit, il est tout à fait possible que le pouvoir adjudicateur constate une erreur purement matérielle, en demande finalement la confirmation dans le cadre de la vérification des prix, sans pour autant que, que cette erreur ne puisse plus être considérée comme une erreur purement matérielle, pouvant être dès lors corrigée par le pouvoir adjudicateur. Voilà, j'en ai terminé avec cette première partie de l'exposé. Donc, comme je vous le disais en tout début d'exposé, nous allons faire un petit break technique d'1 à 2 minutes, le temps d'organiser voilà, la technique pour le changement d'orateur. Je vous remercie. Voilà, bonjour à tous et merci à Mélissa pour la présentation de la première partie. Voilà, maintenant je vais m'entretenir avec vous d'une autre étape en ce qui concerne la passation des marchés publics, c'est la vérification de la régularité des offres. De quoi s'agit-il? Vous le savez tous, la vérification de la régularité des offres est obligatoire. Et dans le cadre de la vérification de la régularité des offres, il y a aussi la vérification des prix. J'en parlerai dans la première partie de l'exposé. Il y a aussi la question des irrégularités substantielles et des irrégularités non substantielles. J'y reviendrai aussi. Mais sachez déjà, du point de vue théorique, qu'en ce qui concerne une irrégularité non substantielle, l'offre ne doit pas être déclarée nulle. En ce qu'il s'agit d'une irrégularité substantielle ou plusieurs irrégularités non substantielles qui deviennent substantielles en raison de leur cumul ou leur combinaison, l'offre doit être déclarée nulle en procédure ouverte, en procédure restreinte et en ce qui concerne les offres finales dans les procédures permettant une négociation lorsqu'on est au-dessus des seuils européens. Pour les procédures qui permettent une négociation, mais pour les marchés, ici toujours pour les marchés européens, mais en ce qui concerne les offres non finales, lorsqu'il y a plusieurs irrégularités non substantielles qui deviennent substantielles en raison de leur cumul ou de leur combinaison, dans ce cas-là, le pouvoir adjudicateur offre la possibilité de régulariser l'offre avant négociation. S'il s'agit d'une irrégularité substantielle, l'offre est déclarée nulle en principe, sauf
si une régularisation préalable aux négociations est prévue dans les documents du marché, et c'est là où ça se complique, sauf pour les irrégularités qui, selon les documents du marché, ne peuvent pas faire l'objet d'une régularisation. Système un peu compliqué pour les offres non finales dans les procédures permettant une négociation lorsque l'on est au-dessus des seuils européens. Enfin, dernière hypothèse d'un point de vue théorique, pour les procédures permettant une négociation pour les marchés non européens, ici, le législateur belge qui n'était pas tenu par les directives européennes a décidé du choix suivant. Le pouvoir adjudicateur peut soit déclarer l'offre nulle, soit il peut faire régulariser l'offre. Au niveau de la vérification de la régularité des offres, voici les quelques thèmes que nous allons aborder dans les slides qui suivent. Tout d'abord, au niveau de l'analyse des prix. Dans cet arrêt du 10 décembre 2019, il s'agissait d'un marché public passé dans les secteurs classiques et il n'y avait pas eu de vérification ou d'examen supplémentaire des prix dans le dossier administratif. Qu'a décidé le Conseil d'État dans cet arrêt, c'est que par rapport à des prix anormaux, lorsque le pouvoir adjudicateur est face à des prix apparemment normaux, il est obligé de procéder à une vérification des prix. Il est également obligé d'interroger le soumissionnaire. Lorsque le prix ne semble pas anormal, il n'y a pas d'obligation dans ce cas-là pour le pouvoir adjudicateur de motiver pourquoi le prix proposé ne présente aucun caractère anormal, mais, et ça c'est très important, il doit toujours ressortir du dossier administratif que le pouvoir adjudicateur a bien concrètement procédé à la vérification des prix. Et le soumissionnaire évincé a intérêt à ce grief, car, estime le Conseil d'État, un pouvoir adjudicateur qui ne procède pas au contrôle des prix ne peut pas attribuer le marché. Donc le soumissionnaire évincé ne doit pas prouver que les prix de l'autre sont anormaux ou que cela aurait renversé le classement des offres. Non, le Conseil d'État a une vision très large de l'intérêt dont dispose le soumissionnaire évincé au grief relatif à la vérification des prix. Ici, le soumissionnaire a intérêt à son grief car le pouvoir adjudicateur qui ne procède pas au contrôle des prix et dans le dossier administratif, il ne ressortissait pas, le dossier administratif ne montrait pas que le pouvoir adjudicateur avait procédé au contrôle des prix, et bien, dans ce cas-là, le pouvoir adjudicateur ne peut pas attribuer le marché et le soumissionnaire évincé a un intérêt à contester la décision d'attribution. Autre arrêt en ce qui concerne la vérification des prix. Il s'agissait ici d'un marché public passé dans les secteurs spéciaux et le pouvoir adjudicateur avait, dans cette affaire, accepté le prix qui apparaissait anormal, mais sur la base d'une argumentation propre du pouvoir adjudicateur. Et donc, le pouvoir adjudicateur avait en quelque sorte examiné le prix et avait considéré qu'il n'était pas anormal pour telle et telle raison. Ici, il y a lieu de faire une distinction entre la nouvelle réglementation et l'ancienne réglementation. Dans l'ancienne réglementation, il était permis pour le pouvoir adjudicateur de justifier que le prix du soumissionnaire n'était pas anormal sur base de ses propres constatations, mais dans le cadre de la nouvelle réglementation, il y a une obligation d'interroger le soumissionnaire dès que le pouvoir adjudicateur constate qu'il y a un prix anormal. Même si le pouvoir adjudicateur est d'avis que l'offre ne doit pas être considérée comme irrégulière, ne doit dès lors pas être écartée. Ce que rappelle le Conseil d'État, et c'est conforme à la nouvelle réglementation, c'est que le pouvoir adjudicateur ne peut justifier par des arguments propres qu'après avoir interrogé le soumissionnaire lui-même. Il ne peut donc plus, comme dans l'ancienne réglementation, d'initiative, décider que ce prix-là n'est pas normal pour telle et telle raison. Troisième arrêt
que l'on souhaitait aborder avec vous dans le cadre de la vérification des prix. C'est un arrêt du 25 février 2020 passé dans les secteurs classiques et dans le cadre de la nouvelle réglementation des marchés publics, c'est-à-dire celle de 2016. Ici, le pouvoir adjudicateur avait demandé des justifications de prix, il avait accepté ces justifications de prix et ces justifications se basaient notamment sur la connaissance par le soumissionnaire du contrat qui était en cours et également par l'expérience propre du pouvoir adjudicateur issue d'une collaboration antérieure avec le soumissionnaire qui était interrogé à propos de ces prix apparemment anormaux. Le Conseil d'État, qu'a-t-il fait dans cet arrêt? Il a rappelé qu'en matière d'acceptation de justification de prix, le pouvoir adjudicateur disposait d'une large marge d'appréciation et il a aussi reconnu que le pouvoir adjudicateur pouvait inclure dans l'évaluation de la justification du prix des informations non fournies par le soumissionnaire et des motifs issus des propres investigations du pouvoir adjudicateur. Et donc, dans cet arrêt, le Conseil d'État a admis que le pouvoir adjudicateur avait valablement pu ne pas déclarer l'offre de ce soumissionnaire irrégulière. Dernier arrêt que nous allons voir à propos de la vérification des prix, c'est un arrêt du 21 février 2020 et qui concernait les prix remis dans le cadre du plan de sécurité et de santé. Dans cette affaire, le coordinateur projet avait indiqué au pouvoir adjudicateur qu'il faudra interroger l'attributaire, donc le soumissionnaire pressenti, l'attributaire, lors de la réunion préparatoire des travaux pour s'assurer que l'attributaire mettra en œuvre les mesures exigées par les plans de sécurité et de santé. Un soumissionnaire évincé avait reproché au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir interrogé l'attributaire sur ses prix apparemment anormaux concernant les moyens financiers prévus pour la sécurité et la santé. Le soumissionnaire évincé rebondissait donc en quelque sorte sur la remarque du coordinateur projet en disant mais le coordinateur projet dit qu'il y a un problème au niveau des moyens mis en œuvre par l'attributaire en ce qui concerne le plan de sécurité et de santé et vous n'avez pas interrogé ce soumissionnaire dans le cadre de la vérification des prix anormaux. Le Conseil d'État ne va pas donner raison au soumissionnaire évincé et va donner raison au pouvoir adjudicateur. Et que va dire le Conseil d'État dans cet arrêt? Il va dire que les moyens financiers consacrés au respect des mesures de sécurité et de santé ne sont pas soumis aux règles relatives à la vérification des prix. Le Conseil d'État va également rappeler que les coûts générés par les mesures résultant de l'application du plan de sécurité et de santé sont en principe inclus dans les prix. C'est l'article 32 de l'arrêté passation. Donc ces coûts doivent être répartis sur l'ensemble des postes du métré. C'est ce que prévoit l'article 32. Et en se basant sur ces deux éléments de droit, le Conseil d'État considère que le pouvoir adjudicateur qui a analysé les prix de l'offre et n'a pas considéré que les prix étaient anormaux avait correctement appliqué la réglementation des marchés publics et qu'il ne pouvait donc pas lui être reproché de ne pas avoir interrogé l'attributaire sur ces prix apparemment anormaux en lien avec les moyens mis en œuvre pour respecter les mesures du plan de sécurité et de santé. En ce qui concerne la régularité des offres, autre sujet que je vais aborder avec vous, donc en dehors de la vérification des prix anormaux, c'est la question des documents qui sont éventuellement manquants dans une offre. Dans cet arrêt du 29 septembre 2020, le cahier des charges exigeait de joindre à l'offre un permis de transport. Et le pouvoir adjudicateur a considéré que l'offre était substantiellement irrégulière en l'absence de ce permis de transport. Le Conseil d'État rappelle les principes en disant qu'il faut d'abord regarder
si le cahier des charges qualifie lui-même ou non l'irrégularité de substantielle. Parce qu'évidemment, la question qui se posait, c'était de savoir si l'absence de permis de transport dans l'offre devait être considérée comme une irrégularité substantielle ou non. Le point de départ, rappelle le Conseil d'État, c'est évidemment le cahier spécial des charges. En rappelant également que si on ne prévoit pas, s'il n'y a pas une mention à peine de nullité, ça ne peut pas nécessairement ça ne conduit pas nécessairement à considérer que c'est une obligation qui n'est pas essentielle. Pas parce qu'il n'y a pas cette mention à peine de nullité qu'on peut nécessairement déduire que l'absence de ce document sera une irrégularité non substantielle. Le Conseil d'État, par rapport à la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas accepter l'offre de ce soumissionnaire, on va se référer donc au cahier spécial des charges et va considérer donc que la décision du pouvoir adjudicateur n'est pas déraisonnable. On reprochait également au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir demandé le permis de transport. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé ce permis de transport au soumissionnaire alors que vous aviez constaté que ce permis de transport était manquant dans l'offre? Le Conseil d'État a dit interroger le soumissionnaire, c'est une possibilité, ce n'est en aucun cas une obligation. Et donc, le pouvoir adjudicateur a validé la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas retenir cette offre dans le cadre du contrôle de la régularité. Autre question en ce qui concerne la régularité des offres. C'est un arrêt du 20 janvier 2021. Il s'agissait d'une procédure négociée directe avec publication préalable, mais dans le cadre d'un marché non européen. Et donc, je vous ai rappelé les principes en ce qui concerne l'écartement ou le non-écartement d'une offre pour les marchés non européens lorsqu'il s'agit d'une procédure qui permet une négociation. En ce qui concerne les spécifications techniques du cahier spécial des charges, ces spécifications demandaient un filtre à eau qui devait assurer une filtration minimale des impuretés à partir de 0,5 microns. Et dans la décision d'attribution, il est indiqué qu'il n'y a aucune irrégularité constatée, les offres sont régulières. Mais le soumissionnaire évincé, le requérant, connaît le marché et il sait que pour certains autres soumissionnaires, donc ses concurrents, ils n'ont pas pu respecter cette spécification technique. Or, qu'est-ce qu'il constate? Il constate que des BAFO ont été demandés à ces autres soumissionnaires et il conteste donc la décision du pouvoir adjudicateur de demander une BAFO à ces autres soumissionnaires qui ne respectent pas la spécification technique liée au 0,5 micron. Que va décider le Conseil d'État? Le Conseil d'État va rappeler que pour ce type de marché qui permet donc une négociation et lorsqu'il s'agit d'un marché en dessous des seuils européens, le pouvoir adjudicateur décide soit de déclarer nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, soit de faire régulariser cette irrégularité. Et le Conseil d'État va considérer qu'il y a ici une violation de l'égalité de traitement entre les soumissionnaires. Pourquoi? Parce que les changements d'idées en fonction des besoins n'ont pas été communiqués en temps utile et de manière égale à tous les soumissionnaires. Seulement implicitement aux soumissionnaires qui ne respectaient pas la spécification technique lorsque le pouvoir adjudicateur, en réalité, leur a demandé une BAFO. Et donc, en demandant une BAFO, il a en quelque sorte avalisé le fait que la spécification technique ne devait plus être respectée
Et à partir de ce moment-là, il a placé les autres soumissionnaires, ceux qui avaient respecté la spécification technique, dans une position discriminatoire, parce qu'il y avait donc une violation de l'égalité de traitement. Et donc, le soumissionnaire évincé a obtenu gain de cause et a donc pu valablement contester la décision du pouvoir adjudicateur de demander une BAFO à des soumissionnaires qui ne respectaient pas une exigence qui avait été considérée comme minimale par le cahier spécial des charges. Autre arrêt du Conseil d'État du 14 juillet 2020, ici on n'utilisait plus la mention minimale, mais la mention au moins. Ici aussi, il s'agissait d'une procédure permettant la négociation en dessous des seuils européens. La spécification technique était la suivante: programme de besoin, un grand parking pour au moins 100 voitures. Et dans la décision d'attribution, le soumissionnaire évincé constatait que 96 places de stationnement, soit un peu moins que ce qui était demandé, étaient prévues par l'attributaire. Toutefois, estimait le pouvoir adjudicateur, cela n'est pas considéré comme une irrégularité substantielle. Ici aussi, le Conseil d'État prend comme point de départ le cahier spécial des charges et il dit qu'il revient en premier lieu au pouvoir adjudicateur de déterminer et d'interpréter les spécifications techniques dans les documents du marché, et que la spécification technique doit se lire à la lumière du dossier administratif. Et le Conseil d'État va également dire, ce que l'on pourra éventuellement critiquer, c'est que les limites de la marge discrétionnaire du pouvoir adjudicateur n'ont pas été dépassées en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une irrégularité substantielle ici, parce que l'écart de 4% était légèrement inférieur à ce qui était demandé. Pourquoi est-ce que l'on peut critiquer cet arrêt du Conseil d'État? Selon moi, c'est parce que le Conseil d'État, ici, va indiquer que décider si oui ou non une non-conformité est une irrégularité substantielle ou une irrégularité non substantielle serait lié au pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur. Or, en réalité, pour qualifier une non-conformité d'irrégularité substantielle ou d'irrégularité non substantielle, il s'agit en réalité d'un travail de qualification juridique. Telle non-conformité constitue-t-elle une irrégularité substantielle, une irrégularité non substantielle d'un point de vue juridique? C'est ça le travail de qualification juridique. Et donc c'est éloigné de la notion de pouvoir discrétionnaire d'appréciation du pouvoir adjudicateur, parce que le pouvoir discrétionnaire d'appréciation du pouvoir adjudicateur, c'est choisir entre plusieurs solutions légalement admissibles et dans la limite de la loi, celle que le pouvoir adjudicateur juge la plus opportune. Or, qualifier une non-conformité d'irrégularité substantielle ou d'irrégularité non substantielle, ce n'est pas faire le choix entre telle solution plutôt qu'une autre parce qu'on l'estime plus opportune, non. C'est un travail de qualification juridique. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que l'arrêt du Conseil d'État peut être critiqué. Maintenant, le Conseil d'État a considéré que le pouvoir adjudicateur avait valablement pu qualifier finalement cette non-conformité d'irrégularité non substantielle sur base d'un certain nombre de critères visés notamment dans l'article 76. Donc ça, sans doute que ce n'est pas critiquable, mais ce qui est critiquable, c'est d'indiquer que le travail de qualifier une irrégularité non substantielle ou substantielle rentrerait dans le cadre de la marge discrétionnaire d'appréciation dont dispose le pouvoir adjudicateur. Autre arrêt qui nous semblait important de vous présenter, c'est un arrêt du 7 octobre 2020 et qui concernait la question de l'engagement incertain du soumissionnaire. Il s'agissait ici d'un contrat cadre pour la fourniture de matériaux de construction et l'offre du requérant avait été considérée comme substantiellement irrégulière parce que le requérant avait fait une remarque sur l'article
36 du cahier spécial des charges. Article 36, poste 36, prévoyait une quantité de 56 000 kilos. Et l'entreprise avait indiqué que il devait y avoir un achat de minimum 10 tonnes. Et donc son prix finalement était lié au fait qu'il fallait un achat de minimum 10 tonnes. Le pouvoir adjudicateur a considéré ici que le soumissionnaire avait fait une réserve qui était interdite. Le soumissionnaire a contesté cette décision du pouvoir adjudicateur, mais il n'a pas obtenu gain de cause. Le Conseil d'État a reconnu que le pouvoir adjudicateur avait légalement fondé sa décision de rejeter son offre parce que il y avait ici une réserve et cette réserve ne permettait pas au pouvoir adjudicateur de s'assurer de l'engagement du soumissionnaire. Le Conseil d'État a également rappelé qu'il était indifférent que la réserve concerne une petite ou une grande partie du marché. À partir du moment où l'engagement du soumissionnaire est incertain, eh bien, il n'y a pas de marge de manœuvre. Le pouvoir adjudicateur devait rejeter son offre pour irrégularité substantielle. Dernier arrêt que je souhaitais aborder avec vous dans le cadre de la vérification de la régularité des offres, c'est en ce qui concerne l'obligation de motivation qui pèse sur le pouvoir adjudicateur en ce qui concerne l'étape de la régularité. Le pouvoir adjudicateur, dans quelle mesure doit-il motiver cette étape de régularité lorsqu'il n'y a pas de problème au stade de la régularité? Eh bien, dans ces différents arrêts, le Conseil d'État rappelle que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de reproduire intégralement dans la décision d'attribution l'examen de la régularité. Néanmoins, il doit ressortir clairement de la décision, ou à tout le moins, il doit être déduit de cette décision d'attribution, qu'il a été tenu compte, que ce contrôle a bel et bien été effectué. Ça doit donc ressortir de la décision, ou à tout le moins être déduit de la décision d'attribution, et on doit trouver une trace de ce que cette étape de vérification a été effectuée dans le dossier administratif. Et le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu, rappelle le Conseil d'État, de motiver en détail, pour chaque aspect possible de la régularité de l'offre, toutes les raisons positives pour lesquelles il considère que les offres ne sont pas irrégulières. Ce qui est évidemment une bonne chose pour le pouvoir adjudicateur, sinon ça serait des décisions d'attribution à rallonge. Si pour chaque aspect de la régularité, le pouvoir adjudicateur devait dire pour chaque offre, oui, il respecte le cahier spécial des charges en matière de régularité. Le Conseil d'État a également rappelé l'article 5, 8e de la loi recours, qui prévoit que la décision d'attribution doit uniquement reprendre les motifs juridiques et factuels de l'exclusion des soumissionnaires dont l'offre est jugée irrégulière. Cela donc participe à la décision du Conseil d'État qui a considéré qu'une motivation beaucoup plus étendue n'était pas nécessaire lorsqu'il s'agissait de confirmer que les soumissionnaires avaient bien déposé une offre régulière. En ce qui concerne maintenant un autre sujet, les critères d'attribution. Vous le savez tous, les critères d'attribution visent à permettre au pouvoir adjudicateur de déterminer quelle est la meilleure offre, et donc c'est de comparer les offres entre elles pour déterminer la meilleure offre. Nous allons aborder 3 thèmes en ce qui concerne cet aspect de la procédure de passation des marchés publics, comment évaluer le critère d'attribution, la question des sous-critères d'attribution et également la méthode d'évaluation. Comment évaluer le critère d'attribution? Tout d'abord,
dans cet arrêt du 28 mai 2020, le cahier spécial des charges prévoyait 3 critères. Le prix, le service et la qualité du service, et le partenariat et l'orientation client. Et dans cet arrêt, il apparaissait que la décision d'attribution considérait que les deux critères les soumissionnaires. Et donc finalement, la détermination de l'offre la plus intéressante se faisait uniquement sur la base du prix. Un soumissionnaire a évidemment contesté cette manière de procéder et le Conseil d'État lui a donné raison. Pour quelle raison est-ce que le Conseil d'État a estimé ici qu'il y avait une irrégularité? Le Conseil d'État est tout d'abord reparti du cahier spécial des charges et a rappelé que tous les critères devaient être évalués dans la pratique. Il a également, le Conseil d'État, rappelé que la comparaison des offres entre elles ne visait pas simplement à confirmer que les soumissionnaires respectaient bien les exigences ou les conformités. Donc, ce n'est pas déterminer si oui ou non on respecte les spécifications techniques, si on est conforme aux spécifications techniques ou aux autres conditions en matière de régularité. Non, le Conseil d'État rappelle bien que les critères d'attribution, c'est pour départager les offres entre elles. Et sur base de ces principes, le Conseil d'État estime qu'il y a une probabilité extrêmement faible que toutes les offres atteignent un niveau de qualité totalement identique pour les deux critères d'attribution qualitatifs. Et a donc considéré que la motivation n'était pas appropriée parce que les critères d'attribution n'avaient pas été correctement appliqués ou n'avaient pas été suffisamment différenciés en termes de contenu. Et donc, le Conseil d'État a censuré la décision du pouvoir adjudicateur qui avait finalement basé la détermination de l'offre la plus intéressante uniquement sur le prix, en disant non, vous devez analyser les offres au regard de l'entièreté des critères, en ce compris les critères qualité, et vous ne pouvez pas, de manière un peu simpliste, considérer que toutes les offres sont équivalentes au regard des critères qualité, parce que cela dénature les critères d'attribution qui avaient été annoncés au cahier spécial des charges. Autre élément en ce qui concerne la phase de comparaison des offres entre elles, c'est la question des sous-critères d'attribution. C'est une question qui est connue des praticiens, mais il y a un arrêt intéressant du 14 décembre 2020 qui rappelle les principes en la matière. Il y avait donc des spécifications, dans les spécifications techniques, il y avait donc des critères d'attribution qualitatifs et il y avait également 4 éléments d'évaluation. Et l'évaluation s'était faite sur la base de ces 4 éléments. Le Conseil d'État rappelle dans cet arrêt que les principes de transparence et d'égalité visent à ce que les soumissionnaires puissent savoir à l'avance ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour que le marché puisse être attribué à l'offre la plus intéressante économiquement. Il rappelle également que les sous-critères d'attribution, ce sont des informations qui permettent de distinguer les offres et le Conseil d'État rappelle également que les sous-critères d'attribution, c'est différent dans le cadre de l'obligation formelle de motivation, c'est différent des éléments qui sont favorables ou qui sont moins favorables. Donc les sous-critères d'attribution, ce n'est pas dire tel élément est meilleur que tel autre élément. Et dans cet arrêt, le Conseil d'État va considérer que la mention des éléments dans le cahier spécial des charges n'impliquait pas que les soumissionnaires savaient que ces éléments seraient en fait utilisés comme des sous-critères d'attribution. Et donc, lorsque le pouvoir adjudicateur avait annoncé dans le cahier spécial des charges, au regard des critères, on va analyser tel et tel élément, les soumissionnaires ne pouvaient pas s'attendre à ce qu'il s'agisse de sous-critères d'attribution. Et donc, en faisant de ces éléments d'appréciation des sous-critères d'attribution,
le pouvoir adjudicateur a violé les principes de transparence et a violé la réglementation des marchés publics parce que les soumissionnaires ne pouvaient pas s'attendre au moment de préparer leurs offres à ce que ces éléments d'évaluation, en tout cas ce que ces éléments qui étaient présentés comme des éléments d'évaluation allaient en réalité constituer, dans le cadre de la comparaison des offres entre elles, des sous-critères d'attribution. C'est ce que indique ici le slide. Dernier élément en ce qui concerne la phase de comparaison des offres entre elles, c'est la question de la méthode d'évaluation des offres. Dans cet arrêt du 14 janvier 2020, il y avait 3 critères d'attribution. Un critère économique, un critère relatif aux heures de prestation et un critère relatif aux dispositions prises pour remplir des tâches d'encadrement et d'intervention d'urgence. Il n'y avait pas dans le cahier spécial des charges de méthode d'évaluation qui était prévue, ce qui était reproché par le soumissionnaire évincé. Et le Conseil d'État rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour choisir la méthode d'évaluation des offres à l'aune des critères d'attribution fixés dans les documents du marché. Mais si le pouvoir adjudicateur dispose de ce large pouvoir d'appréciation pour choisir la méthode d'évaluation, cela est néanmoins contrebalancé par le fait que la méthode d'évaluation des offres doit être non arbitraire, elle ne doit pas avoir pour effet de dénaturer les critères annoncés dans les documents du marché, et elle doit pouvoir être appliquée de la même manière à l'ensemble des offres. Et donc, oui, le pouvoir adjudicateur dispose d'une large marge d'appréciation pour choisir la méthode d'évaluation des offres, mais il doit veiller à ce que cette méthode d'évaluation n'altère pas donc les critères d'attribution annoncés, ne soit pas arbitraire, donc ne vise pas à favoriser un soumissionnaire plutôt qu'un autre et qu'elle puisse également être appliquée de la même manière à l'ensemble des offres. Et donc, le Conseil d'État a, dans cet arrêt, eu l'occasion de rappeler les principes en ce qui concerne le choix de la méthode d'évaluation des offres par le pouvoir adjudicateur. Dernier point, avant de passer éventuellement aux questions-réponses, je vois qu'il est 3h10, nous sommes parfaitement dans les temps, c'est la question des voies de recours et de l'information des soumissionnaires lorsqu'ils ont participé à un marché public. Vous le savez, le cadre juridique pour cette étape de la phase de passation, ou ici plutôt post-passation d'un marché public, c'est la loi du 17 juin 2013, c'est la loi recours. Je vous rappelle également, mais ça vous le savez, l'adjudicateur est une autorité administrative, c'est le juge judiciaire lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas une autorité administrative. Devant le Conseil d'État, il est possible d'introduire plusieurs types de procédures, soit la suspension de la décision d'attribution ou d'une autre décision éventuellement prise antérieurement. Il y a évidemment la procédure en annulation. Il y a aussi la procédure en dommages et intérêts. Devant le Conseil d'État, on parle d'une indemnité réparatrice. En ce qui concerne les problèmes en matière d'exécution du contrat, cela échappe évidemment à la compétence du Conseil d'État. 3 thèmes que je souhaitais aborder avec vous en ce qui concerne cette dernière étape de la procédure de passation de marché, c'est le point de départ du délai, la confidentialité et les dommages et intérêts. En ce qui concerne le point de départ du délai, il y a ici un arrêt intéressant du Conseil d'État du 7 octobre 2020. Quels sont les faits dans cette affaire? Le courrier de notification de la décision d'attribution avait été envoyé par le pouvoir adjudicateur via le service Collect and Stamp. Donc, c'est ce système où c'est un organisme tiers à la Poste qui vient rechercher dans les bâtiments de l'entreprise le courrier. Et
il y a un récépissé qui est généré automatiquement par le service Collect and Stamp, et sur ce récépissé, le cachet portait la date du 27 août. Mais vu que le service Collect and Stamp est distinct de Bipost, le courrier avait été traité par Bipost, lui, à la date du 29 août. Donc, 2 jours après, le cachet apposé sur le pli remis au soumissionnaire, lui, portait la date du 29 août et non pas la date du 27 août, date à laquelle le pli avait été retiré par Collect and Stamp. Le soumissionnaire évincé avait introduit son recours le 14 septembre, en prenant évidemment comme point de départ du délai le 29 août, c'est-à-dire la date qui apparaissait sur le pli qui lui avait été adressé par la poste. Le pouvoir adjudicateur avait invoqué la tardivité du recours, car selon lui, le point de départ du délai était le 27 août. La question qui se posait était évidemment de savoir à quelle date on considérait que la formalité de la communication de la décision d'attribution avait été effectuée. Était-ce la date de l'enlèvement du pli ou la date du traitement du pli par les services de poste? Ici, le Conseil d'État a décidé, peut-être de manière un peu étonnante, mais a décidé dans son principe qu'un pli recommandé enlevé par le service Collect and Stamp doit, comme tout autre envoi recommandé, être considéré comme ayant été remis au service postal au jour indiqué sur le récépissé de dépôt de cet envoi recommandé. Et donc, dans son principe, le Conseil d'État considère que le point de départ du délai, c'était en fait le 27 août. Mais il va tout de suite nuancer ce considérant de principe en disant que dans l'échec du soumissionnaire évincé, il y avait une erreur invincible constitutive d'un cas de force majeure tenant en échec l'irrecevabilité rationnelle temporis du recours invoqué par le pouvoir adjudicateur, car les mentions qui figuraient sur le courrier qui avait été communiqué au soumissionnaire avaient légitimement pu lui donner croire que le point de départ du délai était le 29 août. Et donc, le Conseil d'État n'a pas considéré que le recours était tardif parce qu'il a considéré que le soumissionnaire avait été induit en erreur, ou plutôt ça constituait une erreur invincible dans son chef. Cette discordance entre les dates de retrait d'enlèvement du pli recommandé par les services Collect and Stamp et le traitement par les services de Bipost. Deuxième sujet à propos de la protection juridique en matière de marché public, c'est en ce qui concerne la confidentialité. Dans cet arrêt du 11 décembre 2019, le soumissionnaire évincé sollicitait, dès sa requête, la levée de la confidentialité des offres, en disant le cas échéant en supprimant les passages qui pourraient relever du secret des affaires, en disant mais le marché a été attribué, il n'y a donc plus aucun motif lié au maintien de la concurrence qui justifierait que la confidentialité des offres soit maintenue dans sa totalité. Le pouvoir adjudicateur s'est opposé à cette demande de levée de la confidentialité en invoquant le secret des affaires. Et ici, le Conseil d'État a rendu un arrêt assez intéressant en disant que lorsqu'il constate qu'est en jeu un secret des affaires, le Conseil d'État ou l'instance de recours, si c'est le juge judiciaire, est tenu de procéder à la mise en balance des exigences d'une protection juridique effective avec celle déduite du droit au respect de secret des affaires, laquelle mise en balance repose sur son appréciation in concreto des données de l'espèce, telles les prétentions des parties, la configuration procédurale du recours, ou toute autre circonstance propre de la cause. Au contraire, indique le Conseil d'État, à défaut de pouvoir constater qu'un secret des affaires est en jeu, la pondération imposée par la réglementation est sans objet et il ne peut en conséquence être fait obstacle à la divulgation des pièces déposées par les parties, en particulier de celles qui constituent le dossier de l'autorité adjudicatrice.
Et le Conseil d'État de dire, en persistant, malgré la demande de levée de confidentialité formulée dans le mémoire réplique et également par l'auditeur, donc à ne pas déposer donc officiellement l'offre de l'adjudicateur, le cas échéant en masquant les éléments précis qu'il jugerait couverts par le secret des affaires, eh bien le pouvoir adjudicateur ne respecte pas cette nécessaire balance entre la confidentialité et le droit au secret des affaires. Et donc, le Conseil d'État a décidé, parce que le pouvoir adjudicateur ne collaborait pas finalement à déterminer ce qui était couvert par le secret des affaires et ce qui n'était pas couvert par le secret des affaires, et bien le Conseil d'État a dit, dans ce cas-là, si vous ne collaborez pas à cet élément, je vous ordonne de divulguer l'entièreté des pièces du dossier administratif, en ce compris les pièces pour lesquelles vous demandiez le maintien de la confidentialité. Et donc le Conseil d'État a rouvert les débats en permettant aux soumissionnaires évincés de consulter les pièces, en ce compris les pièces considérées comme confidentielles, donc de pouvoir aller consulter l'ensemble des pièces déposées par le pouvoir adjudicateur. Mais donc ça, c'est un élément intéressant pour les soumissionnaires, parce que parfois on est frustré lorsqu'on est soumissionnaire parce qu'on n'a pas pu voir l'offre de l'attributaire du marché. Il est tout à fait possible de solliciter que les offres ne soient pas déposées dans leur totalité de manière confidentielle par le pouvoir adjudicateur. Dernier point de notre exposé, c'est en ce qui concerne les dommages et intérêts, l'indemnité réparatrice qui peut être demandée par les soumissionnaires évincés devant le Conseil d'État. C'est évidemment une nouveauté issue de la dernière réforme de l'État où le Conseil d'État peut statuer sur les aspects civils des décisions qu'il rend. Et donc, il est intéressant de se référer à certains arrêts qui ont été rendus récemment en la matière parce que le Conseil d'État commence à préciser sa jurisprudence. Les conditions d'indemnisation en ce qui concerne l'indemnité réparatrice sont fixées dans l'article 11 bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il faut une illégalité constatée par un arrêt du Conseil d'État. Le dommage ne doit pas encore être indemnisé et aucune autre action en responsabilité civile ne doit évidemment être introduite devant une autre juridiction. On pense évidemment ici au juge judiciaire. Et il faut également qu'il y ait un lien de causalité entre l'illégalité et le désavantage, donc le dommage qu'on a subi. Le dommage peut évidemment être la perte d'une chance. Et en ce qui concerne le lien de causalité, le Conseil d'État a déjà reconnu que les illégalités qui sont de nature à modifier le classement des offres, si elles n'avaient pas été commises, sont en lien causal avec la perte d'une chance. Et qu'est-ce qui peut être indemnisé? C'est par exemple les coûts inhérents à la participation au marché. Donc ça, c'est un élément intéressant. Donc les coûts inhérents à la participation du marché peuvent être sollicités. Au niveau du quantum de l'indemnisation, on se réfère évidemment aux 10% prévu maintenant l'article 16 de la loi recours. Avant, c'était l'article, sauf erreur, 24 de la loi de 2006. Maintenant, l'article 16 de la loi recours prévoit l'indemnisation de 10% lorsque le marché n'a pas été attribué à l'offre régulière la plus basse. On ne parle plus ici d'offre régulière la plus basse dans la nouvelle réglementation, mais de l'offre la plus intéressante lorsqu'il n'y a qu'un seul critère, le critère prix, mais la logique reste la même. Lorsqu'il n'y a qu'un seul critère qui est le critère du prix et que le marché n'a pas été attribué à ce soumissionnaire qui avait remis l'offre la plus intéressante et l'offre évidemment régulière la plus intéressante, l'indemnisation de forfaitaire de 10% joue toujours. Eh bien, le Conseil d'État va se référer de manière assez large à cette indemnisation forfaitaire de 10%.
Évidemment, le Conseil d'État rappelle qu'il faut démontrer qu'on est l'offre régulière la plus basse. Si on ne démontre pas qu'on est l'offre régulière la plus basse, l'article 16 en tant que tel ne s'applique pas. En ce qui concerne le calcul des probabilités, lorsque on est dans une procédure multicritère et non pas une procédure avec un seul critère, eh bien, le Conseil d'État va par analogie se référer à cette règle d'indemnisation forfaitaire. Et donc, même si en tant que telle, la règle ne s'applique pas, la règle automatique des 10%, le Conseil d'État va néanmoins s'y référer pour les procédures multicritères pour déterminer le quantum de l'indemnisation que le soumissionnaire évincé, irrégulièrement évincé, peut réclamer au pouvoir adjudicateur. Voilà, donc je vous renvoie aux différents slides précédents. En ce qui concerne ce slide-ci, et au niveau du calcul des probabilités, dans deux arrêts, vous voyez ici du 23 juillet 2020 et du 24 novembre 2020, le Conseil d'État va déterminer si on avait par exemple 50% de chance de remporter le marché. Donc voilà, par exemple la différence entre le deuxième et le deuxième rang, il n'y a pas une si grande différence et donc dans ce cas-là le Conseil d'État a considéré vous avez perdu une chance d'obtenir le marché, mais cette perte d'une chance est évaluée à 50%. Et le Conseil d'État dit si le requérant ne devait être pris en considération pendant qu'après une justification des prix, la probabilité n'aurait été ici que de 25%. En ce qui concerne l'arrêt du 24 novembre 2020, le deuxième soumissionnaire régulier le plus bas, le Conseil d'État a considéré qu'il avait 50% de chance de remporter le marché. Voilà donc pour les différents arrêts du Conseil d'État que nous voulions voir avec vous. Je vois qu'il est 15h25, nous avons donc parfaitement respecté le timing. Il nous reste 5 minutes si vous voulez poser des questions dans la chat box. Sinon, comme Mélissa vous l'a dit, nous sommes disponibles pour répondre à vos éventuelles questions par email ou même par téléphone. Je vous remercie pour votre attention. Je vois ici qu'il y a une question. Le Conseil d'État s'est-il prononcé sur le moment auquel le choix de la méthode d'évaluation doit être opéré par les pouvoirs adjudicateurs? Effectivement, c'est une question qui est un peu controversée parce qu'il y a un arrêt de la Cour de justice d'Imarceau. C'est un arrêt de la Cour de justice qui fait suite à un arrêt du Conseil d'État. Donc, c'était sur base d'une question préjudicielle qui avait été posée par le Conseil d'État. Et moi, quand je lis l'arrêt d'Imarceau, j'ai l'impression que le pouvoir adjudicateur doit fixer la méthode d'évaluation des offres au moment du lancement du marché. En tout cas, c'est comme ça que je lis l'arrêt d'Imarceau, même si les questions qui étaient posées par le Conseil d'État dans cet arrêt ne portaient pas spécifiquement sur cette question, mais quand on lit l'arrêt, on a l'impression mais il faut que cette méthode d'évaluation des offres soit fixée dès le départ. Mais dans l'arrêt d'Imarceau, on ne retrouve pas cet élément, parce que ce n'était pas la question qui était posée dans le cadre de cette affaire. Et j'ai quand même l'impression que le Conseil d'État, dans plusieurs affaires, essaye soigneusement d'éviter de répondre à cette question. À quel moment le pouvoir adjudicateur doit fixer la méthode d'évaluation des offres? Il est évidemment plus prudent de le fixer dès le départ, mais il n'est pas exclu de fixer a posteriori cette méthode d'évaluation des offres. En tout cas, le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé de manière définitive sur le fait que cette méthode pouvait être fixée, devait être fixée dès l'origine. Donc, il y a des arrêts du Conseil d'État qui disent que ça peut être après la détermination du cahier spécial des charges. Mais voilà, si on lit cet arrêt d'Imarceau, on a l'impression qu'il faut le fixer dès l'origine. J'espère que ça répond à votre question, même si la réponse à y apporter est nuancée. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas, lorsque vous reparcourez les slides, si vous avez des questions, à nous interroger. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne après-midi.